Il existe un groupe très restreint d'êtres humains qui ont fait ce que la plupart des gens ne feront jamais de leur vie. Marcher sur la Lune. Ce club exclusif a compté jusqu'à 12 membres et a cessé de s'agrandir. Seuls 4 d'entre eux sont encore en vie. Le premier membre du club était Neil Armstrong, qui a fait l'une des citations les plus célèbres de l'histoire de l'humanité. Le dernier membre du groupe à avoir marché sur la Lune est Eugène Cernan, en 1972. Personne n'aurait pu prédire que l'homme resterait éloigné de la Lune pendant des décennies. Au fil des avancées scientifiques, il semblait acquis que nous allions bientôt poser à nouveau nos bottes sur la surface lunaire. Mais cela ne s'est jamais produit. Le monde d'aujourd'hui est très différent de celui des années 60. Certains pays et territoires n'existent plus comme à l'époque. Mais il en va de même pour l'industrie spatiale. L'une des rivalités les plus médiatisées de l'histoire de l'humanité est celle qui oppose Ronaldo et Messi, 2 joueurs de football talentueux. Cependant, sur la scène mondiale, la course à l'espace entre la Russie et les États-Unis est en tête de liste des rivalités. C'était une époque passionnante pour un fan de l'espace. À la fin des années 1950, l'espace va devenir une nouvelle arène dramatique de cette compétition. Chaque camp tentant de démontrer la supériorité de sa technologie, de sa puissance de feu militaire et par extension de son système politico-économique. Au milieu des années 1950, la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique avait imprégné le tissu de la vie quotidienne dans les 2 pays. Alimentée par une course aux armements et la menace croissante des armes nucléaires, un espionnage et un contre-espionnage de grande ampleur entre les 2 pays, la guerre de Corée et une confrontation de mots et d'idées dans les médias. Ces tensions se poursuivront tout au long de la course à l'espace, exacerbées par des événements tels que la construction du mur de Berlin en 1961, la crise des missiles de Cuba en 1962 et l'éclatement de la guerre en Asie du Sud-Est. Le 4 octobre 1957, un missile balistique intercontinental soviétique, R-7, a lancé Sputnik, qui signifie voyageur en russe, et qui est devenu le premier satellite artificiel au monde et le premier objet fabriqué par l'homme à entrer dans l'orbite terrestre. La plupart des Américains ont été choqués par le lancement de Sputnik, et pas dans le bon sens du terme. L'espace était considéré comme la prochaine frontière des États-Unis, une extension logique de la grande tradition américaine d'exploration. Et il était essentiel de ne pas perdre trop de terrain face aux Soviétiques. Mais il y a une autre raison pour laquelle les États-Unis ont été bouleversés par cet exploit. La démonstration de la puissance écrasante du missile R-7, apparemment capable d'envoyer une ogive nucléaire dans l'espace aérien américain, rendait particulièrement urgente la collecte de renseignements sur les activités militaires soviétiques. Les États-Unis ont lancé leur propre satellite, Explorer 1, en 1958, conçu par l'armée américaine sous la direction du spécialiste des fusées Wernher von Braun. Oui, un grand nombre de percées et d'inventions américaines peuvent être attribuées à l'armée. La même année, le président Dwight Eisenhower a créé la National Aeronautics and Space Administration, NASA, une agence fédérale dédiée à l'exploration spatiale. Eisenhower a également mis en place 2 programmes spatiaux axés sur la sécurité nationale, qui devaient se dérouler parallèlement au programme de la NASA. L'un d'entre eux, connu sous le nom de code Corona, était dirigé par la CIA, l'armée de l'air et une nouvelle organisation appelée National Reconnaissance Office, dont l'existence a été gardée secrète jusqu'au début des années 1990. Son objectif était d'utiliser des satellites en orbite pour recueillir des renseignements sur l'Union soviétique et ses alliés. Mais la Russie ne se repose pas sur ses lauriers. Le programme spatial soviétique a progressé en 1959 avec le lancement de Luna 2, la première sonde spatiale à se poser sur la Lune. Et Yuri Gagarin, cosmonaute soviétique, est devenu la première personne à se mettre en orbite autour de la Terre en avril 1961, à bord de la capsule spatiale Vostok 1. En réponse, les ingénieurs de la NASA ont conçu une capsule plus petite, en forme de cône, beaucoup plus légère que Vostok, pour les efforts des États-Unis visant à envoyer un homme dans l'espace dans le cadre du projet Mercury. Ils ont testé l'engin avec des chimpanzés et ont effectué un dernier vol d'essai en mars 1961, avant que les Soviétiques ne parviennent à prendre de l'avance avec le lancement de Gagarin. Alan Shepard est devenu le premier Américain dans l'espace le 5 mai, mais pas en orbite. Plus tard, en mai, le président John F. Kennedy a électrisé la nation en déclarant avec audace que les États-Unis enverraient un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. John Glenn est devenu le premier Américain à se mettre en orbite autour de la Terre en février 1962. Et à la fin de cette même année, les bases du programme d'alunissage de la NASA, baptisé Projet Apollo, étaient en place. Apollo s'est avéré être l'un des programmes les plus acclamés de l'histoire de la NASA, grâce au soutien massif du gouvernement. Le budget de la NASA a augmenté de près de 500% entre 1961 et 1964,
Et le programme d'alunissage a finalement mobilisé 34 000 employés de la NASA et 375 000 contractants industriels et universitaires. Mais des leçons ont été tirées en cours de route. En janvier 1967, 3 astronautes ont été tués lorsque leur vaisseau spatial a pris feu, au cours d'une simulation de lancement, ce qui a constitué un revers majeur pour Apollo. Pendant ce temps, le programme d'alunissage de l'Union soviétique avance prudemment, en partie à cause de débats internes sur sa nécessité et de la mort prématurée de Sergueï Korolyov, l'ingénieur en chef du programme spatial soviétique. Apollo 8, la première mission spatiale habitée en orbite autour de la Lune, a été lancée en décembre 1968 depuis l'immense centre de lancement de la NASA à Merritt Island près de Cap Canaveral en Floride. La mission spatiale Apollo 11, première tentative d'alunissage, a été lancée le 16 juillet 1969 par les astronautes américains Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin et Michael Collins. Armstrong est devenu le premier homme à marcher sur la surface de la Lune après un atterrissage réussi le 20 juillet, et il a prononcé la citation souvent répétée que vous avez entendue au début de cette vidéo. Les États-Unis ont effectivement remporté le prix de la course à l'espace qui a débuté avec le lancement de Sputnik en 1957 en se posant sur la Lune. Les Soviétiques, pour leur part, ont échoué à 4 reprises à lancer un engin d'alunissage entre 1969 et 1972. Dont une spectaculaire explosion de la rampe de lancement en juillet 1969. La course à l'espace a captivé l'attention du public américain du début à la fin, et les différents développements des programmes spatiaux soviétiques et américains ont été largement couverts par les médias nationaux. Le nouveau média qu'est la télévision a encore renforcé cette frénésie d'intérêt. Les astronautes sont devenus les héros américains par excellence, et les terriens semblent aimer vivre par procuration à travers eux. De leur côté, les soviétiques étaient présentés comme les méchants ultimes, avec leurs efforts massifs et incessants pour surpasser l'Amérique et démontrer la puissance du système communiste. En 1975, 3 astronautes américains ont été lancés dans l'espace à bord d'un vaisseau spatial Apollo qui s'est amarré en orbite avec un véhicule Soyouz de fabrication soviétique. Lorsque les commandants des 2 vaisseaux se sont officiellement salués, leur poignée de main dans l'espace a symbolisé l'amélioration progressive des relations américano-soviétiques à la fin de la guerre froide. La course à l'espace va changer à jamais, les 2 pays se traçant des chemins différents. Pour la NASA, une série d'obstacles l'a empêché d'envoyer une nouvelle mission sur la Lune. L'un d'entre eux est l'argent. En effet, l'un des obstacles majeurs à tout programme de vol spatial, en particulier les missions impliquant des personnes, est le coût élevé. Le budget de la NASA pour 2022 est de 24 milliards de dollars. Et l'administration Biden voudrait que le Congrès l'augmente à près de 26 milliards pour le budget 2023. Cela vous semble-t-il une énorme somme d'argent ? Eh bien, pas tant que vous ne considérez pas qu'ils sont répartis entre toutes les divisions et tous les projets ambitieux de l'agence, y compris le télescope spatial James Webb, le système de lancement spatial SLS et les missions lointaines vers le Soleil, Jupiter, Mars, la ceinture d'astéroïdes, la ceinture de Kuiper et les confins du système solaire. En revanche, l'armée américaine était en passe de disposer d'un budget de 858 milliards de dollars en 2023. En outre, le budget de la NASA est relativement faible par rapport à son passé. La part de la NASA dans le budget fédéral a culminé à 4% en 1965, et elle est restée inférieure à 1% au cours des 40 dernières années. Et depuis 15 ans, elle se rapproche de 0,4% du budget fédéral. Mais combien coûte aujourd'hui une mission habitée sur la Lune ? Selon un rapport de la NASA datant de 2005, le retour sur la Lune coûterait environ 104 milliards de dollars, soit 162 milliards de dollars aujourd'hui, compte tenu de l'inflation, sur une période d'environ 13 ans. En dollars d'aujourd'hui, le programme Apollo lui-même aurait coûté 142 milliards de dollars. Et c'est là que réside le problème. L'exploration habitée est l'entreprise spatiale la plus coûteuse, et par conséquent la plus difficile à soutenir politiquement. Un ancien astronaute a même dénoncé le budget actuel de la NASA comme étant tout simplement trop faible pour aller sur la Lune. En parlant de politique, il y a un autre problème avec les présidents américains. Par exemple, le président Biden pourrait ou non être en fonction lorsque la NASA fera atterrir à nouveau ses astronautes sur la Lune en 2025 ou plus tard. Et comme l'a demandé un expert, pourquoi croirait-on ce que dit un président pour prédire quelque chose qui se produira 2 administrations plus tard ? Le processus de conception, d'ingénierie et de test d'un vaisseau spatial capable de transporter des humains vers une autre planète dure facilement plus longtemps qu'un président à 2 mandats. Cependant, les nouveaux présidents et législateurs abandonnent souvent les priorités de l'administration précédente en matière d'exploration spatiale.
Fondamentalement, les présidents et le Congrès ne semblent pas toujours soucieux de maintenir le cap. Par exemple, en 2004, l'administration Bush a chargé la NASA de trouver un moyen de remplacer la navette spatiale, qui était sur le point de prendre sa retraite, et de retourner sur la Lune. L'agence a conçu le programme Constellation pour faire atterrir des astronautes sur la Lune à l'aide d'une fusée Ares et d'un vaisseau spatial Orion. Sur une période de 5 ans, la NASA a dépensé 9 milliards de dollars pour concevoir, construire et tester le matériel nécessaire à ce programme de vol habité. Pourtant, après l'entrée en fonction du président Barack Obama et la publication par le Government Accountability Office d'un rapport sur l'incapacité de la NASA à estimer le coût de Constellation, Obama a fait pression pour que le programme soit abandonné et a signé l'approbation de la fusée SLS à la place. À sa décharge, Trump n'a pas abandonné le SLS, il a toutefois modifié l'objectif d'Obama d'envoyer des astronautes sur un astéroïde, en se concentrant sur des missions sur la Lune et sur Mars. Trump espérait qu'Artemis renverrait des astronautes sur la Lune en 2024. Ces changements fréquents dans les priorités coûteuses de la NASA ont entraîné des annulations successives, une perte de 20 milliards de dollars et des années de perte de temps. Il convient de noter que Joe Biden semble être une rare exception à la tendance présidentielle. Il n'a pas touché à la priorité Artemis de Trump pour la NASA, et il a maintenu la Space Force. Comment soutenir ce bourbier politique ? Lors d'un témoignage devant le Congrès en 2015, Buzz Aldrin a déclaré qu'il pensait que la volonté de retourner sur la Lune devait venir du Capitole. Pour revenir à l'époque où le leadership américain inspirait le reste du monde, en faisant systématiquement ce qu'aucun autre pays ne peut faire, M. Aldrin estime qu'il faut commencer par un engagement bipartisan du Congrès et de l'administration en faveur d'un leadership à long terme. En outre, la volonté du peuple américain, qui vote pour les hommes politiques et contribue à définir leurs priorités politiques, est le véritable moteur de l'engagement du gouvernement à retourner sur la Lune. Cependant, l'intérêt du public pour l'exploration lunaire a été au mieux tiède. Même au plus fort du programme Apollo, après l'alunissage d'Aldrin et de Neil Armstrong, seuls 53% des Américains estimaient que le programme en valait la peine. Le reste du temps, Apollo a reçu moins de 50% d'approbation aux États-Unis. La plupart des Américains pensent que le retour sur la Lune devrait être une priorité absolue pour la NASA. Le retour sur la Lune est un objectif important pour l'administration, selon plus de 50% des personnes interrogées au niveau national dans un sondage Insider. Mais seulement 38% d'entre elles pensent que des êtres humains vivants devraient y retourner. D'autres, qui veulent que les États-Unis atterrissent sur la Lune, estiment que ce travail devrait être confié à des robots. Cependant, l'exploration de Mars avec l'équipage a gagné du terrain, 63 personnes interrogées dans le cadre d'un sondage du Pew Research Center, estimant qu'il devrait s'agir d'une priorité pour la NASA. En revanche, 91% des personnes interrogées estiment qu'il est plus important de scruter le ciel à la recherche d'astéroïdes mortels. Il y a aussi l'éléphant dans la pièce qui doit être abordé, le système de lancement spatial ou SLS. On ne saurait exagérer l'ampleur et l'ambition du SLS. Jusqu'à présent, la fusée Saturne V du programme Apollo détenait le record de la fusée la plus puissante jamais lancée. Le 9 novembre 1967, 5 moteurs se sont allumés, produisant une poussée de 3,4 millions de kilos. Autour des 5 années suivantes, 9 Saturne V ont transporté des équipes d'astronautes sur la Lune. Le SLS est une bête plus grande, comme il se doit. Toute cette poussée est nécessaire pour lancer la capsule d'équipage la plus grande et d'autres charges utiles pour un programme de retour sur la Lune qui n'enverra pas seulement des astronautes sur la Lune pour explorer la surface lunaire pendant quelques jours à la fois, mais qui sera également utilisé plus tard pour lancer des équipages qui établiront une présence permanente sur la Lune. Pour la NASA, camper sur un corps céleste à seulement 3 jours de chez soi est une première étape essentielle pour apprendre à vivre sur la Terre extraterrestre. Un entraînement crucial pour les voyages ultérieurs vers Mars. Le SLS a donc un énorme potentiel. Mais même avant ses récents problèmes de lancement, le SLS avait une longue histoire et un avenir difficile. Selon un rapport publié en 2021 par le Bureau de l'inspecteur général de la NASA, il a fallu 18 ans pour construire une nouvelle fusée lunaire, ce qui a coûté jusqu'à présent 23 milliards de dollars pour la période 2012-2022 et 4,1 milliards de dollars pour chaque lancement. L'inspecteur général a averti que le fait de s'appuyer sur un système de fusée aussi coûteux et à usage unique entraverait, voire ferait dérailler la capacité de la NASA à poursuivre ses objectifs d'exploration lunaire à long terme vers la Lune et Mars. Cet avertissement est particulièrement pertinent à une époque où le secteur privé est en concurrence avec la NASA, pour réduire les coûts par lancement et dans le cas de SpaceX, pour faire atterrir en toute sécurité et réutiliser les boosters au lieu de les mettre au rebut,
après une seule utilisation. Comme cela a été fait avec Saturne V et comme cela reste le cas avec le SLS. Les origines du SLS remontent au 14 janvier 2004, lorsque le président de l'époque, George W. Bush, a annoncé le retrait de la flotte de navettes spatiales. À la place, la NASA devait construire une nouvelle fusée de transport lourd et une capsule d'équipage pour les missions sur la Lune et sur Mars. Les sceptiques n'y voyaient rien d'autre qu'un gadget électoral destiné à séduire les électeurs du Texas. L'État d'origine de Bush est de la Floride, l'État le plus influent, qui a donné à Bush la présidence par une marge infime en 2000. Mais Bush était sérieux, et les fonds ont commencé à affluer pour la fusée lunaire Ares-5, qui prévoit le retour d'astronautes sur la Lune d'ici 2015. Contrairement à la Saturne V qui a été conçue de A à Z, l'Ares-5 utiliserait au moins quelques composantes disponibles sur étagère. Son étage central, l'épine dorsale de la fusée, et sa plus grande section seraient propulsés par 6 moteurs RS-68, les mêmes que ceux utilisés par la fusée Delta IV du secteur privé. 2 propulseurs à poudre, issus du programme de la navette spatiale, flanqueraient l'étage central. Le deuxième étage de la fusée, qui s'appuierait sur le premier, serait une version améliorée du deuxième étage de la Saturne V. Une fois l'étage central à court de carburant et largué, il propulserait une capsule d'équipage Orion de type Apollo pour le reste du trajet dans l'espace et en direction de la Lune. Bush a proposé de réaffecter 11 milliards de dollars du budget quinquennal total de la NASA, qui s'élève à 86 milliards de dollars pour financer l'ensemble du programme Constellation, une véritable aubaine en termes de matériel spatial. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Au moment où l'administration Bush a quitté ses fonctions en 2009, le programme Constellation avait largement dépassé le budget et pris du retard. Un rapport du Government Accountability Office a révélé cette année-là qu'un retour sur la Lune et une mission de suivi sur Mars coûteraient 230 milliards de dollars d'ici à 2025, selon les estimations de la NASA elle-même. Constellation a été brusquement annulé par le nouveau président Barack Obama. Ce programme est devenu le SLS, ce qui signifie qu'il est pratique et qu'il promet de réduire les prix. Cela a nécessité une refonte importante du SLS. Tout d'abord, le nouveau deuxième étage serait supprimé. À la place, un étage supérieur éprouvé et déjà existant utilisé par le Delta IV serait acheté au fabricant privé United Launch Alliance. Les 6 moteurs principaux de l'étage central seraient également mis hors service. À la place, la NASA utiliserait des moteurs qu'elle possède déjà, les moteurs principaux utilisés par la navette spatiale. Les navettes ayant disparu, les moteurs restants prenaient la poussière. Leur utilisation était censée permettre d'économiser de l'argent et du temps, mais c'est loin d'être le cas. La conception et les essais du SLS se sont révélés être une source d'embarras pour la NASA. L'un des nombreux problèmes auxquels la fusée a été confrontée est la difficulté de l'alimentation en carburant. Prenons l'exemple d'un problème récent qui a entraîné l'annulation d'un vol d'essai. Les ingénieurs ont travaillé toute la nuit pour pomper avec soin des centaines de tonnes d'hydrogène et d'oxygène liquide dans les différents réservoirs de la fusée de 100 mètres de haut afin d'être prêts pour le vol à 8h30. Mais ils ont rencontré des fuites et des fausses alertes, ont pris du retard et se sont rattrapés avant de rencontrer un problème qu'ils n'ont pas pu résoudre avant la fermeture de la fenêtre de décollage. Les ergols primaires du SLS, l'hydrogène et l'oxygène, doivent être refroidis respectivement à moins 253 degrés Celsius et moins 145 degrés Celsius. Ces basses températures permettent aux ingénieurs d'embarquer plus de carburant dans la fusée pour une propulsion plus efficace. Cependant, ils doivent mettre au point la plomberie complexe au sol et à l'intérieur du véhicule. Il faut savoir que le réservoir qui contient l'hydrogène propulseur de la fusée mesure environ 39 mètres de long et qu'il rétrécit de 15 cm lorsqu'il est rempli de carburant super réfrigéré. Avant cet essai avorté, la NASA avait procédé à 4 répétitions distinctes pour s'entraîner à alimenter la fusée en carburant et à simuler un compte à rebours complet. Chacun de ces essais a rencontré des difficultés et aucun n'a atteint tous ses objectifs. Néanmoins, pour une raison ou pour une autre, la NASA était suffisamment confiante pour inviter 25 000 personnes et des centaines de journalistes au lancement. L'un des 4 moteurs principaux du SLS est à l'origine du dernier problème qui a mis un terme à la tentative de lancement. Les ingénieurs font passer de l'hydrogène super réfrigéré dans chaque moteur avant un vol pour les conditionner à la bonne température. Malgré plusieurs tentatives pour résoudre le problème, un moteur refuse obstinément d'atteindre la température adéquate et les contrôleurs de vol de la NASA manquent de temps. La politique n'est cependant pas la seule raison pour laquelle les astronautes de la NASA ne sont pas retournés sur la Lune. Une autre raison est la Lune elle-même. Malgré sa beauté dans le ciel nocturne, la Lune est loin d'être une terre d'accueil. Elle est aussi un piège mortel pour l'homme
vieux de 4,5 milliards d'années, avec lequel il ne faut pas jouer ou qu'il ne faut pas sous-estimer. Sa surface est criblée de cratères et de blocs rocheux, ce qui compromet la sécurité des atterrissages. Avant le premier alunissage en 1969, le gouvernement américain a dépensé des milliards de dollars pour développer, lancer et livrer des satellites sur la Lune afin de cartographier sa surface et d'aider les planificateurs de la mission à repérer les sites potentiels d'alunissage d'Apollo. Ce qui est le plus préoccupant, c'est que les impacts de météorites ont produit au fil des siècles le régolithe, également connu sous le nom de poussière lunaire. C'est le cauchemar des astronautes. La Lune est recouverte d'une fine couche de poussière lunaire ressemblant à du talc, d'une épaisseur de plusieurs centimètres dans certaines régions. Cette poussière est chargée électrostatiquement par l'interaction avec le vent solaire et est très abrasive et collante, encrassant très rapidement les combinaisons spatiales, les véhicules et les systèmes. Peggy Whitson, une astronaute qui a passé 665 jours dans l'espace, a déclaré à Business Insider que les missions Apollo avaient beaucoup de problèmes de poussière. Si les astronautes doivent passer de longues périodes et construire des habitats permanents, la NASA doit trouver un moyen de gérer ce casse-tête. Il y a aussi le problème de la lumière du Soleil. La surface lunaire est un véritable enfer exposé directement aux rayons du Soleil pendant environ 14 jours d'affilée. La Lune n'a pas d'atmosphère protectrice. Mais la situation change rapidement. La surface lunaire devient l'un des endroits les plus froids de l'univers pendant les 14 jours suivants, en raison de l'obscurité totale. La NASA travaille sur un système d'énergie de fission qui pourrait fournir de l'électricité aux astronautes pendant les nuits lunaires qui durent des semaines et qui serait utile sur d'autres mondes, y compris Mars. Il n'y a pas d'endroit plus hostile et plus impitoyable que la Lune pour vivre. Cependant, la NASA s'y intéresse parce qu'elle est si proche de la Terre et qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour apprendre à vivre loin de la planète Terre. La NASA a mis au point des combinaisons spatiales et des rovers résistants à la poussière et au Soleil, mais il n'est pas certain qu'ils soient prêts à être lancés. Un autre problème, selon les astronautes, est le vieillissement de la main-d'œuvre de la NASA. Aujourd'hui, les enfants américains interrogés sont plus nombreux à vouloir devenir des stars de YouTube que des astronautes.